Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Malheureusement, une fois la guerre terminée, le roi retombe dans ses orgies et ses festivités dionysiaques. On confectionne pour l'occasion des milliers de feuilles de laurier distribuées aux athlètes ou aux artistes vainqueurs de compétitions sportives ou artistiques qui accompagnent les processions. Les débauches atteignent des sommets inédits. Arsinoé tente une nouvelle fois de convaincre le roi de chasser Agathocléa et tous ceux qui nuisent à sa popularité en le poussant à rester inactif. Philopator se montre de plus en plus cruel et rancunier. Vous voyez, c'est là le pavot, ça m'intéresserait de savoir. Ce qui effraie même Sosibios, qui préfère prendre ses distances. Le roi fait enfermer tous les juifs d'Alexandrie dans l'hippodrome et fait charger les éléphants, rendus furieux par le vin et l'encens mêlés à leur nourriture. Il assiste, enthousiaste, au massacre. Vous voyez, c'est là que je me dis, il y a quand même un truc à travailler. Les Romains approchent Philopator pour qu'il les soutienne contre Hannibal. Là, je vous renvoie aux émissions. Mais Philopator préfère rester à l'écart de ce conflit, il n'est pas du tout là-dedans. Il se décide à épouser sa sœur, Arsinoé, ce qui ravit le peuple, qui aime énormément la reine, constante, douce et réservée. Elle supporte les railleries d'Agathocléa avec une grandeur d'âme exceptionnelle. Un héritier vient au monde en 209 avant Jésus-Christ. À la fin de sa vie, Philopator se montre maladroit en public, médiocre orateur, et son regard perçant et effrayant soulève la méfiance, voire la crainte. Agathoclès laisse le peuple mourir de faim. Les récoltes sont désastreuses et la crue du Nil insuffisante, mais le palais fait là la sourde oreille. Et Agathocléa convainc le roi de répudier Arsinoé. Les taxes et les impôts flambent, les habitants doivent maintenant donner tout ce qui leur reste pour vivre. Tout leur salaire passe dans les innombrables taxes imposées par le palais. C'en est trop, le peuple se révolte, encouragé par les anciens soldats de l'armée, qui ne peuvent plus supporter que le roi leur refuse systématiquement des faveurs ou leur impose des taxes trop élevées. Tout le butin des guerres sert, il faut le savoir, au plaisir du pharaon, alors que le peuple meurt de faim et croule sous les impôts. Eh bien, peu à peu, le musée est déserté par les savants. Seul Ératosthène reste, qui fait élever un sanctuaire à Homère. Le roi abandonne les sanctuaires qui ne survivent que grâce aux faibles ressources laissées aux prêtres. Il finit par mourir, peut-être d'avoir trop abusé des plaisirs, à 39 ans, ce qui est jeune pour nous, mais c'est le bon âge à l'époque, laissant un pays dans une totale désorganisation. Si la mort du pharaon ne soulève pas d'émotion, celle d'Arsinoé est jugée suspecte. Redoutant la fureur, évidemment, du peuple égyptien qui a suivi un entraînement militaire intensif et parfaitement capable de se battre, Sosibios juge plus sage de s'éloigner, ainsi qu'Agathocléa et son frère. Et ils font croire au sujet que le roi est retenu au lit après un énième banquet, tandis qu'il rédige un faux testament royal carrément qui les désigne comme régents de l'héritier du trône. La lecture du testament déclenche la fureur des Égyptiens. Sosibios avait envoyé le général Cléomène en Syrie pour mater une révolte, mais des messagers l'informent de ce qui se passe en Égypte. Cléomène comprend le piège tendu par les trois conjurés. Il rentre aussitôt en Égypte et se range du côté carrément des révoltés. Furieux, Sosibios tente de le faire tuer, mais toutes les garnisons alexandrines rejoignent Cléomène. Des troupes venues du delta arrivent vite dans son camp et chacun est maintenant convaincu qu'il faut chasser du pays ces trois traîtres. La fureur du peuple augmente quand Danaé, la belle-mère de Cléomène, est capturée par les hommes d'Agathoclès dans le temple de Déméter, traînée nue dans les rues et enfermée. Et puis le garde du corps, Moiragénès, est dénoncé comme complice de Cléomène. Agathoclès le fait arrêter, torturer, on est dans Game of Thrones. Mais un messager vient parler à voix basse au ministre et tous les deux quittent la pièce dans laquelle ils interrogeaient, entre guillemets, le malfaiteur. Voyant qu'ils ne reviennent pas, Moiragénès tente de se sauver, il rencontre des Macédoniens, leur raconte ce qui lui est arrivé en leur montrant ses blessures. La petite troupe va vite avertir leurs compagnons que le moment de la révolte est venu. Pendant ce temps, Agathoclès apprend le retour de Cléomène. Le lendemain, les Macédoniens envahissent la salle d'audience du palais. Terrifié, Agathoclès promet qu'il partira en laissant le prince s'ils acceptent de le laisser en vie. Aristoménès, qui est au service d'Agathoclès depuis longtemps, accepte de négocier avec le traître et de revenir avec l'enfant. La foule applaudit en reconnaissant leur jeune roi, mais elle est bien décidée à châtier les trois traîtres. Le fils de Sosibios, selon la volonté du prince, fait arrêter son père et ses complices et toute la famille d'Agathoclès est traînée dans les rues et massacrée. On apprend ensuite que la reine Arsinoé a été tuée par un certain Philamon. Les Égyptiens se ruent chez lui et le tuent à coups de pierre et de bâton, étranglent son jeune fils, traînent son épouse dans les rues. On se débarrasse aussi de Sosibios. Les généraux Tléomène et Aristoménès sont élus régents.
Mais Tléomène n'a pas l'intention de partager le pouvoir même avec un confrère. Il entraîne ses soldats dans de grandes orgies. Le problème, c'est qu'il reste un soldat et non pas un dirigeant réfléchi, précis et pondéré. Il entretient une cour de flatteurs qui n'hésite pas à dilapider carrément le trésor royal. Le peuple lui préfère Sosibios, le jeune, sage malgré son jeune âge et qui se montre à la hauteur de sa mission, c'est-à-dire en fait protéger le jeune roi. En 211 avant Jésus-Christ, un certain Ptolémée, encore, revenant de Macédoine où son père l'avait envoyé, ose critiquer ouvertement la politique de Tléomène. Il recueille l'approbation des Égyptiens parce que les finances souffrent là encore des excès du général. Et dénoncé publiquement par un conseil, Tléomène menace de reprendre la part de pouvoir de Sosibios le jeune. Et il fait augmenter les impôts. Là encore, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Sentant le danger, il décide de quitter le palais. Son bras droit, Scopas, prend sa place. Pendant ce temps-là, Antiochos III et Philippe V s'emparent des possessions égyptiennes du jeune Ptolémée V. Scopas part aussitôt avec son armée, espérant montrer aux puissants romains que l'Égypte n'a besoin de personne pour s'imposer en Méditerranée. Il dédaigne les échanges d'ambassadeurs, méprise les peuples étrangers, il envahit la Coëlée-Syrie, puis s'en va en Syrie pour combattre Antiochus III. Mais il essuie une défaite cinglante, il court se réfugier à Sidon. Assiégé par les troupes d'Antiochos, la ville est obligée de se rendre. Scopas s'en retourne à Alexandrie. La honte, il est humilié. Aristoménès le juge indigne de ses fonctions et le fait arrêter pour trahison. Mais on le retrouve empoisonné le lendemain, évidemment. Aristoménès choisit alors Polycrate, vice-roi de Chypre, pour le seconder. Polycrate lui conseille de faire couronner le jeune Ptolémée, de le marier avec une princesse syrienne pour conclure une alliance avec Antiochos III. Son choix se porte sur la jeune Cléopâtre, quatrième fille d'Antiochos, qui n'est pas encore mariée. Elle amène en dot la Phénicie, la Coëlée-Syrie et la Judée. Une brillante cérémonie est organisée à Memphis en 193 avant Jésus-Christ, commémorée sur une stèle découverte au XIXe siècle dans le port de Rosette. Pensant le roi fragile, Antiochos III tente d'envahir la Syrie, mais ses soldats se révoltent. Le mariage du roi a lieu en 192. Malheureusement, les Nubiens se soulèvent en haut d'Égypte. Le pharaon, plutôt pacifique, lui, laisse cette affaire à Polycrate. Il fait le siège de la ville de Lycopolis et une fois les Nubiens maîtrisés, il les fait exécuter. Le roi ne veut pas en connaître un seul détail, préférant ses loisirs favoris, la chasse et les jeux sportifs. Il exige qu'on obéisse à ses ordres et que ses caprices soient aussitôt satisfaits. Un jour, il s'endort durant une audience d'ambassadeurs grecs. Réveillé par Aristoménès, il se met dans une violente colère, il ordonne qu'Aristoménès soit carrément exécuté. Polycrate décide donc de s'occuper seul des affaires de l'État. La situation du pays, vous l'avez compris, est catastrophique. Les impôts sont trop lourds, les champs mal irrigués, les canaux ne sont plus entretenus. Polycrate, pour rendre à l'Égypte sa grandeur passée, conseille au roi de s'allier à la Macédoine pour prouver sa puissance à Rome, mais Épiphane repousse ce projet. Cléopâtre va lui donner plusieurs enfants, Ptolémée et Philométor, Ptolémée et Vergette et Cléopâtre. Pacifique et discret, les souverains sont plutôt très populaires, bien qu'il arrive au pharaon d'exécuter parfois des innocents, vous l'avez compris. Mais le peuple n'a pas l'habitude de discuter les ordres du roi. Il meurt subitement, à seulement 29 ans, en 181 avant Jésus-Christ. La reine est affligée de la perte d'un époux qu'elle aimait sincèrement et qu'elle avait conseillé d'une façon judicieuse. À présent, elle se trouve seule pour assumer ce pouvoir, un pouvoir convoité évidemment de toutes parts. Et nous verrons dans la dernière partie, toute dernière partie, la fin de l'Égypte ptolémaïque. À la semaine prochaine, salut. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.